Le journal de 19h sur Public Sénat, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité politique et parlementaire de ce jeudi. L'arrestation du boucher des Balkans, Ratko Mladic, l'ancien chef militaire des Serbes de Bosnie, soulagement des familles des victimes du massacre de Srebrenica et victoire de la justice internationale, saluée notamment aujourd'hui à Deauville par tous les chefs d'État et de gouvernement. Deauville, justement, ultra sécurisé, entièrement livré aux chefs d'État et de gouvernement pour le sommet du G8, mais Barack Obama et Nicolas Sarkozy ont néanmoins pris un bain de foule. Pression accrue sur Georges Tron, les deux ex-employés municipaux qui l'accusent d'agression sexuelle, entendus dès aujourd'hui par la police. À New York, DSK s'est installé dans une maison luxueuse. Cela peut choquer, déclare le porte-parole du Parti socialiste, Benoît Hamon. Notez que nous évoquerons l'enjeu économique du sommet du G8 et du G20 qui suivra avec, dans ce journal, tout à l'heure, le sénateur Jean-Pierre Fourcade et Guillaume Duval d'Alternatives économiques. Même Jacques Chirac, c'est rare, a fait connaître sa réaction aujourd'hui après l'arrestation de Ratko Mladic, un événement majeur selon l'ancien président. Satisfaction de toute la communauté internationale à l'annonce de la fin de 16 années de cavale de l'ancien chef militaire des Serbes de Bosnie, dont le nom est associé à l'odieux massacre de Srebrenica. Claire de Buisère. Était traqué par la justice internationale. Obsédé par l'idée d'une grande Serbie, Ratko Mladic commande l'exécution, la torture et la déportation de dizaines de milliers de personnes lors de la guerre de Bosnie, pour la simple raison qu'elles ne sont pas serbes. Pendant 3 ans, il mène le terrible siège de Sarajevo et le 11 juillet 1995, Mladic dirige l'attaque contre l'enclave musulmane de Srebrenica. 8000 musulmans sont massacrés. À la fin de la guerre, le général est inculpé par le tribunal pénal international pour crimes contre l'humanité et génocide. L'ex-chef militaire des Serbes de Bosnie vit jusqu'en 2000 à Belgrade, sans être inquiété, grâce à la protection de Slobodan Milosevic. Après l'arrestation de l'ancien président serbe, Mladic entre dans la clandestinité. Accusé de protéger plusieurs criminels de guerre, la Serbie change d'attitude en 2006 et offre une prime pour toute information pouvant conduire à Ratko Mladic. Son arrestation survient 3 ans après celle de Radovan Karadzic, le leader politique des Serbes de Bosnie. Un signe de bonne volonté qui pourrait bien mener la Serbie sur le chemin de la candidature à l'Union européenne. La remise de Mladic au tribunal pénal international de La Haye, qui l'a inculpé de crimes contre l'humanité et de génocide, pourrait prendre 7 jours, selon Belgrade. L'arrestation du fugitif va donc aider, on l'a dit, l'intégration de la Serbie dans l'Union européenne. Déclaration notamment de Nicolas Sarkozy tout à l'heure lors du sommet du G8 à Deauville. La France remercie, félicite le président serbe. La Serbie est un pays qui a beaucoup souffert toutes ces dernières années. Et il faut le reconnaître. Et la France souhaite que l'Union européenne répondent à cette décision historique en indiquant clairement que la vocation de la Serbie, c'est d'intégrer l'Union européenne. Satisfaction également exprimée il y a quelques instants par le président américain Barack Obama, qui félicite, comme le président français, le président serbe. La station normande donc accueille les grands de ce monde, grand problème de l'heure, soutien aux révolutions arabes via un partenariat avec la Tunisie et l'Égypte. Pression accrue sur la Libye et la Syrie sont au programme. Et également, on l'a vu aujourd'hui, officialisation par une tenue qui ne cache rien d'une grossesse déjà très commentée. Élisée Cardi. Un bain de foule pour l'arrivée. Avec la mise hors jeu de Dominique Strauss-Kahn, ce sommet s'est un peu redevenu le sien. Nicolas Sarkozy qui préside le G8 cette année. Le moment aussi d'officialiser un futur bonheur familial, confirmation par l'image de la grossesse de la première dame. Dans la petite ville de Deauville, en état de siège pour 2 jours, les chefs d'État des 8 plus grandes puissances mondiales se succèdent devant les caméras. Barack Obama accueilli en véritable rockstar. Pour ce qui est des décisions, en revanche, peu d'attentes et peu de surprises a priori. Ce matin, les chefs d'État ont évoqué les dossiers chauds de l'actualité. Dans le désordre, remontrance au gouvernement syrien, réglementation d'Internet, réconciliation israélo-palestinienne et bien sûr le printemps arabe. L'Égypte et la Tunisie sont les invités d'honneur de ce sommet.
Mais l'essentiel des discussions devrait donc se passer lors de réunions bilatérales entre Nicolas Sarkozy et les présidents américains Barack Obama, le russe Dimitri Medvedev et le Premier ministre britannique David Cameron, histoire sans doute de préparer la rencontre du G20 en novembre prochain, où cette fois on parlera des dossiers économiques, les grands absents de ce G8. Dissuadés par l'ampleur du dispositif policier sur terre, sur mer, également dans les airs, à Deauville aujourd'hui, les opposants au G8 se sont repliés au Havre. À Paris, une banderole a été déployée devant la bourse par Médecins du Monde. G8, s'il sauvait des vies après avoir sauvé des banques, disait cette banderole. On revient donc dans un instant sur les leçons de ce G8 et puis les espoirs de changement de la gouvernance financière mondiale avec nos deux invités, je vous le rappelle, Jean-Pierre Fourcade et Guillaume Duval d'Alternatives économiques. À noter aujourd'hui une nouvelle victime en Afghanistan. 7 soldats en fait de l'OTAN ont été tués, apprend-on, dans l'explosion d'une bombe artisanale et l'OTAN ne communique pas encore la nationalité de ces soldats qui ont trouvé la mort. Le FMI coopérera à l'enquête judiciaire sur son ancien directeur général, c'est ce qu'on fait savoir aujourd'hui à Washington. Dominique Strauss-Kahn qui a donc passé sa première nuit dans sa nouvelle résidence surveillée à New York, une maison luxueuse du quartier de Tribeca dont le loyer se montrait à 35 000 € mensuels. Le porte-parole du Parti socialiste Benoît Hamon dit comprendre que cela puisse choquer. En France, l'enquête va très vite après les plaintes révélées hier contre Georges Tron. Les 2 femmes accusant le secrétaire d'État à la fonction publique d'agression sexuelle ont été entendues il y a quelques heures par la police de Versailles. Georges Tron lui a fait savoir qu'il allait engager une procédure pour dénonciation calomnieuse. Le coût politique de la confusion récente autour des radars routiers reste à évaluer. En revanche, le coût financier des mesures annoncées, suppression des panneaux existants et puis installation des radars pédagogiques peut être estimé. L'enquête pour Public Sénat de Bérangère Dinglas. Entre 10 et 20 millions d'euros, c'est au total ce que devraient coûter les mesures du gouvernement. Combien précisément ? Il y a sur tout le territoire 2200 panneaux avertisseurs. Leur démontage revient à environ 2300 € pièce, soit au final plus de 5 millions d'euros. Quant aux radars pédagogiques, ils se vendent entre 2000 et 5000 € selon qu'ils fonctionnent à l'électricité ou à l'énergie solaire. Ils précéderont tous les radars verbalisateurs, mais à des distances variables. Qui va payer ? Logiquement, c'est l'État qui finance la sécurité routière, mais les collectivités territoriales pourraient être mises à contribution. Quand ? Dans les départements responsables du réseau routier, le démontage des panneaux est suspendu à l'organisation de la concertation locale. En revanche, sur les autoroutes, de la compétence de l'État, les panneaux continueront d'être enlevés. Les automobilistes seront prévenus par des panneaux lumineux. Conséquence, les avertisseurs de radar, pourtant bientôt interdits et dont l'usage sera réprimé par une amende de 1 500 € et le retrait de 6 points, voient leur vente exploser depuis quelques jours. Et invité cet après-midi de Public Sénat, Jean-Pierre Raffarin a critiqué la mauvaise gestion politique du dossier de la sécurité routière. Moi, je n'avais qu'une politique, la sécurité, a lancé l'ancien Premier ministre, qui s'est également démarqué de Claude Guéant sur la question de l'immigration. Nous avons besoin d'accueillir des investissements étrangers. Nous avons besoin, donc, en même temps, d'accueillir des gens qui vont participer à ces investissements. Si on n'a pas des investissements étrangers, on n'aura pas des emplois suffisants. Donc, bien sûr qu'il faut des emplois pour les Français, mais en même temps, il peut y avoir des emplois qui viennent servir une dynamique économique. Voilà, Jean-Pierre Raffarin, donc cet après-midi, qui était l'invité de Perrine Tarnot sur notre antenne. Dominique de Villepin devra attendre le 14 septembre pour savoir si la Cour d'appel confirme sa relaxe dans l'affaire Clearstream. Contre un front TSH, tout sauf Hollande, le candidat à la primaire socialiste, qui a le vent en poupe dans les sondages, oppose le TPH, tous pour Hollande. Adepte du TSH, Jean-Paul Huchon critique, lui, sévèrement aujourd'hui François Hollande, le jugeant sans ancrage idéologique et d'une grande ductilité. Ductilité définit la capacité d'un matériau à se déformer sans se rompre. On se souvient que Laurent Fabius avait critiqué l'opposant en caoutchouc
François Hollande. On va parler donc de la crise internationale, des solutions peut-être attendues aujourd'hui au G8 avec nos deux invités. Mais d'abord, le point sur ces notes d'espoir de sortie de crise en France, le recul du chômage, donc 4e mois consécutif, on l'a appris hier, et puis la hausse du nombre des heures supplémentaires, qui a d'ailleurs fait l'objet aujourd'hui d'un débat au Sénat. Aurélien Romano. 4e baisse consécutive du chômage, augmentation significative du volume d'heures supplémentaires et création de 58 000 emplois au premier trimestre 2011. Il n'en fallait pas plus à Pierre Lellouche pour défendre le dispositif phare du travailler plus pour gagner plus du candidat Sarkozy en 2007. Cette progression s'accompagne d'une amélioration substantielle du marché de l'emploi, avec 58 800 créations d'emplois nettes pendant la même période. Autrement dit, on peut augmenter le nombre d'heures supplémentaires et augmenter le nombre d'emplois en même temps. C'est exactement l'inverse, messieurs, de ce que vous avez prétendu tout à l'heure. En pleine joute verbale avec l'opposition, Pierre Lellouche n'a souhaité retenir que les chiffres les plus récents du dispositif d'exonération des heures supplémentaires. Une mesure qui a bénéficié à près de 10 millions de personnes. Le bilan global de la mesure est contesté par les socialistes. Ça évite la création d'emplois nouveaux, de vrais emplois. Deuxièmement, ça bloque les salaires. Troisièmement, le coût pour la France, pour un coût que l'on évalue, bon an, mal an, à autour de 4 milliards, 4,1 milliards. Un coût de 4,1 milliards évalué par la Cour des comptes comme un manque à gagner de recettes fiscales. Pour les économistes, la mesure est un très bon outil pour accompagner la reprise économique, mais un très mauvais instrument en cas de crise. Avec la reprise actuelle, l'évaluation du dispositif arriverait donc au bon moment pour le gouvernement. Avec nous donc Jean-Pierre Fourcade, bonsoir, merci d'être avec nous. Et puis Guillaume Duval d'Alternatives économiques. D'abord, est-ce que vous avez le même jugement sur cette sortie de crise qu'on nous annonce en France aujourd'hui à partir de ces chiffres, donc l'augmentation des heures supplémentaires, c'est vrai, depuis un an, presque 5% de hausse, la baisse du chômage. Oui, Jean-Pierre Fourcade. Les indicateurs économiques sont bons pour l'instant, les résultats du premier trimestre ont étonné la plupart des prévisionnistes et je suis frappé de voir qu'en matière de stabilisation et légère baisse du chômage, c'est plutôt les jeunes qui en profitent, ce qui est bon signe, ce qui veut dire qu'il y a vraiment un mouvement de reprise d'embauche et qui se matérialise à l'heure actuelle. Et vous avez vu que l'OCDE a modifié sa prévision à la hausse et on dépasserait 2%, ce qui serait quand même un très bon résultat pour une sortie de crise. Alors, Guillaume Duval, une sortie de crise ou bien une embellie précaire, selon vous? Plutôt une embellie précaire, en effet. Le chômage se stabilise, il se stabilise à un niveau très élevé, on est toujours au-delà de 9% de chômeurs. Par ailleurs, quand on regarde le détail, effectivement, le chômage des jeunes baisse, mais il y a des lieux de penser que s'il baisse, c'est d'abord parce que les jeunes sont découragés. Le taux d'activité des jeunes baisse aussi très fortement. C'est pas l'emploi des jeunes qui progresse. Et d'autre part, pour les seniors, la situation devient vraiment dramatique. Il y a plus de 750 000 seniors qui sont aujourd'hui au chômage et ça va encore s'aggraver dans les mois qui viennent avec l'entrée en vigueur de la réforme des retraites. De la même manière, pour le chômage de longue durée, il continue sa progression et c'est très inquiétant parce que beaucoup de gens vont arriver en fin de droit cette année et basculer dans la grande pauvreté. Donc de ce point de vue-là, je ne crois pas qu'il y ait lieu de baisser la garde. Il faudrait au contraire poursuivre des politiques très actives et à ce niveau-là, la politique qui consiste à maintenir les subventions massives aux heures supplémentaires est vraiment la plus stupide qui soit. C'est la seule mesure qui reste du paquet fiscal et c'est vraiment dommage parce que c'est la mesure la plus nocive pour l'emploi. Alors sur ce point, Jean-Pierre Fourcade, qu'en dites-vous? 4 milliards d'euros, il faut savoir ce que ça représente. Ça représente 100 000 emplois à temps plein. Je ne suis pas d'accord du tout pour deux raisons. La première, c'est que le vieux débat que la gauche nous sert tous les matins, disant que si on avantage les heures supplémentaires, ça fera moins de création d'emplois, c'est faux, puisque ça dépend essentiellement des plans de charge des entreprises, et que la notion d'heures supplémentaires est quelque chose de tout à fait essentiel pour la plasticité de l'économie. Deuxième raison, qui me paraît également importante, si nous pouvons aujourd'hui avoir un taux de croissance un peu plus élevé que ce qui était envisagé, c'est parce que la consommation des ménages demeure dans une bonne position. Elle est soutenue par ces heures supplémentaires défiscalisées. Elle est soutenue par toutes ces mesures, et notamment par les heures supplémentaires. Selon le gouvernement, ça offre à 8 millions de salariés quelques 450 € supplémentaires. Est-ce que ça n'est pas bon pour l'économie? Oui, mais en attendant, il y en a 4,6 millions qui sont inscrits à Pôle emploi parce qu'ils trouvent qu'ils ne travaillent pas assez, eux.
Et ça les prive, ces 4,6 millions, de quelque chose aussi. Hein. On a fait 173 millions d'heures supplémentaires au premier trimestre 2011. 173 millions d'heures supplémentaires, ça représente 383 000 emplois à temps plein. Si on en faisait la moitié seulement, je suis d'accord avec vous, Monsieur Fourcade, il faut laisser les entreprises en faire. Mais si on en faisait la moitié, on aurait déjà comblé la moitié du trou. Il manque encore 375 000 emplois pour revenir au niveau d'avant-crise. Oui. Hein, il ne faut pas l'oublier non plus. D'ici le milieu de 2012, si on continue à fonctionner, et surtout si on ne modifie pas les règles. À l'heure actuelle, ce qui est fondamental dans la sortie de crise et dans le redémarrage économique, c'est de ne pas changer les règles tous les matins. Et moi qui vais souvent en province à l'heure actuelle pour m'occuper des problèmes d'hôpitaux, je constate qu'on me demande de la stabilité dans les règles. Et par conséquent, je crois qu'il faut le faire. Et il me semble que ce qui est le deuxième point important dans les chiffres que nous voyons, c'est le fait que les investissements des entreprises sont en voie de reprise. Oui. Il y a eu un trou dans les investissements des entreprises, ça repart. Il ne manque plus maintenant qu'un redémarrage de l'exportation, et ça, nous l'attendrons encore dans quelques... Allez, voilà pour la situation française, la situation mondiale maintenant qui est débattue au G8 et puis surtout au G20 qui va suivre. Hein. Valéry Giscard d'Estaing, dont vous avez été le ministre, Jean-Pierre Fourcade, déplore dans les Échos ce matin que malheureusement, rien n'a changé dans le fonctionnement de l'économie de marché et dans les pratiques bancaires. Là, c'est peut-être un point qui va vous réunir tous les deux. Hein. Écoutez, moi je crois que le président Giscard d'Estaing qui a inventé la formule du G8... Il le rappelle à chaque fois, 75 Rambouillet, 6 nations. Bon, c'est lui qui l'a inventé, parce que quand on est dans une période de mondialisation, il faut discuter avec les chefs d'État. Et par conséquent, je crois qu'aujourd'hui, le G8, d'ailleurs, le G8 a un aspect beaucoup plus politique aujourd'hui que le G20 qui aura, lui, à régler, s'il le peut, les problèmes de régulation financière et les problèmes d'essai de rationalisation des marchés de matières premières, qui sont les deux grands sujets qui gênent à l'heure actuelle la croissance. Rien n'a changé depuis la crise, c'est-à-dire qu'on est... Un petit peu, je crois que... Même Nicolas Sarkozy a dit l'autre jour, il y a quelques jours, que c'est le capitalisme financier qui nous a menés au désastre et donc les nouvelles règles, on les attend tout le temps. Je crois qu'en matière économique et en matière monétaire, il faut se garder de formules toutes faites, de formules couperets, qui ne reposent pas sur un examen approfondi des choses. Non, je dirais qu'à l'heure actuelle, ce qui est important, ce sont les décisions de Bâle III qui vont obliger tout le système bancaire à avoir davantage de fonds propres et à faire moins de, de spéculation sur un certain nombre de sujets qui sont les produits dérivés ou les différents marchés. Et là, je crois que c'est une bonne chose qui va un peu stabiliser. Deuxièmement, je crois que nous avons deux problèmes difficiles. L'évolution assez forte des matières premières, dont les produits pétroliers. Et c'est la raison pour laquelle il faut discuter avec les producteurs de pétrole. Ça sera des éléments importants en soubassement des discussions du G20. Et deuxièmement, je crois qu'en matière de régulation financière, nous avons trois pôles. Il y a le pôle européen, il y a le pôle américain et le pôle chinois. Et il est clair que seule l'introduction dans le G20 de la Chine, de l'Arabie Saoudite et de l'Inde et des pays africains et de l'Union sud-africaine permettra d'essayer d'arriver à quelques résultats. Et je fais confiance au président Sarkozy pour essayer d'arriver à des résultats. Est-ce que vous lui faites confiance, vous, Guillaume Duval? Sachant que sur le diagnostic, il doit dire pas la même chose que vous. Donc au G20, il y avait eu une dynamique assez forte juste après la crise en matière de régulation. Des choses assez significatives avaient été engagées, notamment effectivement autour de ce que vous avez indiqué, Bâle III, etc. Ce qu'on constate quand même, et je crois que Nicolas Sarkozy y participe comme d'autres chefs d'État aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'on a quand même sacrément levé le pied. Donc les banquiers ont recommencé à accumuler des bonus considérables. Ils ont commencé avec leurs actions de lobbying à essayer d'amoindrir les règles qui étaient en train d'être mises en place. L'action sur les paradis fiscaux a beaucoup faibli et il reste encore beaucoup de choses à faire sur ce plan-là. Donc là, on peut redouter qu'effectivement, la phase chaude de la crise étant passée, on soit en dessous de la main et qu'on prépare la prochaine crise financière de ce fait. Monsieur Fourcade, par exemple, est-ce que
vous êtes choqué par le retour des bonus et des hautes rémunérations en France, dans les grandes banques? Ces gens n'ont pas compris que tout ceci était... Ce n'est pas très choquant sur le plan financier lui-même, mais l'exemplarité est catastrophique. Et il est évident que les banques ont demandé qu'on les aide quand ça allait mal. Elles ont remboursé d'ailleurs, et elles ont remboursé en payant des intérêts, ce qui est donc parfaitement normal. Aucun euro de contribuable n'a servi les banquiers pendant la période, notamment en France. Mais il y a encore des banques en difficulté. Moi, j'attends avec intérêt le résultat des tests de solidité de l'ensemble des crédits bancaires. Et ce qu'on voit en ce moment en Grèce, en Irlande, au Portugal, montre bien que nous avons encore des efforts à faire. Non, ce qui m'inquiète, c'est le fait que le système bancaire américain ne veut absolument pas participer à cet effort de régulation mondiale. Et ça, c'est inquiétant parce que c'est quand même un système puissant. Simplement, je voudrais souligner auprès de M. Fourcade que le gouvernement français, dans la transcription qu'il est en train de faire de la directive européenne sur les bonus des banquiers, est en train de ne pas la transcrire correctement pour laisser justement les bonus des banquiers en France augmenter davantage que dans les autres pays européens. Je crois qu'il y a une certaine forme de double discours derrière. C'est vrai que Nicolas Sarkozy a souvent eu un discours très fort au niveau européen et mondial, mais quand il s'agit de la France, on est moins décidé à lutter contre les excès des banquiers. Faites confiance au Parlement pour essayer de raboter un petit peu ce que vous estimez un petit peu trop fort au niveau des banques. Quand vous dites les banquiers, c'est de l'ensemble. Regardez, dans une maison comme la Société Générale ou comme la BNP, c'est 3, 4, 5 000 personnes qui bénéficient de ces opérations. Donc c'est quand même un élément de l'augmentation du pouvoir d'achat. Une question à l'un et à l'autre pour conclure. Est-ce que vous êtes favorable ou non à la nomination de Christine Lagarde au FMI? Jean-Pierre Fourcade, oui. Monsieur Duval? Écoutez, ça me paraît un peu bizarre qu'un Français puisse succéder à un Français à la tête d'une institution comme celle-là, et je crois que la question de la place des émergents se posera de toute façon à un terme assez proche dans les grandes institutions internationales. Moi, je crois que la conciliation, ça sera qu'elle termine le mandat interrompu de M. Strauss-Kahn, et que, par la suite, il y aura forcément un représentant des pays émergents. Merci à tous les deux. Merci, M. Fourcade. M. Duval, je précise, le dernier numéro d'Alternatives économiques, le voilà, dette publique. Qui doit payer pour vous? Ça n'est pas seulement les peuples. Vous êtes un petit peu à l'unisson du mouvement des indignés, dont on parle beaucoup, notamment en Espagne. Et puis, vous avez publié La France d'après. Donc, rebondir après la crise, ce sont les solutions proposées par Alternatives économiques. Vous êtes un lecteur, Jean-Pierre Fourcade, je vous le donne, ces publications. Merci. Alors que nous accueillons sur ce plateau en direct, restez avec nous, ça va vous intéresser évidemment, Serge Klarsfeld, le président de l'association des fils et filles des déportés juifs de France. Il y avait un colloque aujourd'hui au Sénat sur le tourisme de mémoire. Des lieux qui accueillent de plus en plus de monde. Et Serge Klarsfeld est avec nous. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'arriver ainsi pour nous rejoindre. Et bien sûr, j'aimerais d'abord vous entendre sur l'arrestation aujourd'hui de Ratko Mladic, contre lequel, je me souviens, il y a quelques années, vous vous étiez mobilisé, vous étiez même allé sur place. Oui, j'étais allé sur place à Sarajevo. De là, j'étais passé avec l'exode des Serbes en République serbe de Bosnie. J'étais allé à Palais et j'avais réclamé publiquement que Karadzic et Mladic se livrent à la Cour pénale internationale de façon à, je dirais, à aider le règlement de la situation. Alors pour l'un des deux, l'attente a été très très longue. Alors, une cavale de 16 ans. J'ai été arrêté à l'époque et j'ai traversé la forêt dans une voiture avec 2 policiers qui m'ont quand même à un moment rassuré en me disant que ce n'était pas trop grave. Voilà. Vous vous étiez engagé évidemment car eh bien, ces personnages nous ont fait vivre les heures les plus sombres depuis la Seconde Guerre mondiale. Oui, tout à fait. C'est une victoire de l'Europe démocratique que de voir les grands criminels, les derniers grands criminels actifs en Europe être jugés. Donc c'est quelque chose de tout à fait positif. Et ça rejoint un peu le tourisme de mémoire, les assises du tourisme de mémoire qui se sont tenues aujourd'hui au Sénat. On reste quand même sur
sur Mladic, avec le massacre épouvantable de Srebrenica, 8000 musulmans qui avaient été tués. À l'époque, vous aviez fait le parallèle avec les nazis. Oui, tout à fait, puisqu'il s'agissait d'une épuration ethnique et de se débarrasser d'un problème en massacrant, en exterminant des masses importantes de Croates ou de musulmans, etc. Donc, c'était l'ancienne Yougoslavie est devenue un champ de bataille où on se massacrait, mais le massacre de Srebrenica est resté dans toutes les mémoires. Donc on peut parler aujourd'hui d'un jour très important, même historique, du secrétaire général de l'ONU pour la justice internationale, pour laquelle vous vous battez. Tout à fait, et cette Cour pénale internationale est quand même quelque chose de tout à fait positif. Ça n'arrête pas obligatoirement les massacreurs, mais au moins c'est un avertissement. Et surtout qu'ils sont rattrapés malgré le temps, malgré l'espace, malgré les subterfuges. Vous avez toujours cru qu'ils seraient rattrapés. Je leur ai dit, vous serez rattrapés, donc venez vous constituer prisonniers. Ils n'écoutent jamais, mais et ça finit. Un mot, Monsieur Fourcade, vous voulez réagir? Et dites-moi, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce qu'il ne faudrait pas s'interroger à nouveau sur le rôle de bien des dirigeants européens lors de cette crise des Balkans à l'époque? Oui, il est certain que la cohésion européenne n'a pas été très grande à l'époque de cette crise des Balkans. J'étais maire d'une ville qui était jumelée avec Pančevo en Voïvodine, enfin en Yougoslavie, et cette ville a subi beaucoup de bombardements au moment de l'affaire, et M. Milosevic m'avait refusé un visa d'entrée en Yougoslavie, d'entrée en Serbie, quand j'étais, parce qu'il considérait que c'était des libéraux et qu'il ne fallait pas venir apporter. Non, je trouve que l'arrestation aujourd'hui, la livraison du général, est un signal envoyé à un certain nombre de chefs d'État massacreurs, qui doivent bien comprendre que même si on y met longtemps, si c'est long à obtenir, on finit par faire triompher la justice. Et je crois que, par exemple, pour le colonel Kadhafi, c'est un signal intéressant. Alors, Serge Klarsfeld, ces assises des lieux de mémoire, est-ce que vous pouvez nous expliquer le propos? Non, ce propos, moi, j'ai participé seulement à une table ronde sur disons, les lieux de mémoire, les sites qui sont construits, les musées mémoriaux, et qui rappellent ce que les Juifs ont subi en France pendant l'occupation du fait de l'État français de Vichy. Donc ma vision est quand même limitée. Je n'ai pas regardé sur le plan économique parce que ce genre de site ne recherche pas. Ils sont très fréquentés. Mais ils sont très fréquentés quand même. Des millions de Français y vont. Est-ce qu'on crée de nouveaux lieux de mémoire encore aujourd'hui, notamment sur la Shoah? La Fondation pour la mémoire de la Shoah crée le musée mémorial de Drancy. C'est quand même un investissement de 15 millions d'euros et c'est un lieu je dirais, d'éducation citoyenne face à l'immense bâtiment qui enfermait les plus de 80 000 juifs pendant la guerre, avant leur déportation. Eh bien, il y aura en 2012, il y aura un musée mémorial qui formera les enseignants, qui formera les scolaires et qui créera aussi un choc chez les scolaires pour faire des choix politiques qui soient contre les extrémismes. Alors, il y aura aussi un nouveau lieu de mémoire, mais alors là, c'est un sujet polémique, je veux dire, qui a émergé seulement il y a quelques mois, pour des raisons économiques. D'ailleurs, a-t-on dit, c'est le lieu que veut créer la SNCF à Drancy. La gare de Bobigny, ça fera partie du parcours de mémoire, justement, Drancy-Bobigny. La SNCF, il faut répondre aussi à ceux qui attaquent la SNCF. La SNCF a été, pour chaque parcours intérieur en France où des juifs étaient arrêtés et transportés, même d'ailleurs des résistants non juifs aussi, il y avait une réquisition. C'est donc l'État, la SNCF a été remboursée des frais par le ministère de l'Intérieur ou par une préfecture, mais à partir de Drancy, contrairement à ce que les gens croient, c'était des trains allemands et c'était la Gestapo qui réglait la note à une agence de voyage allemande. Ce sera un nouveau lieu de mémoire et c'est vrai que vous n'avez pas accablé
la SNCF lors de cette polémique récente contre Non, ce sont les dirigeants de l'État. Oui. Beaucoup plus qu'il faut accabler, ne pas banaliser en détournant l'attention vers ceux qui ne pouvaient pas échapper. On ne peut pas ménager les rails ni les locomotives. Merci Serge Klarsfeld de nous avoir rejoints. Merci à tous d'avoir participé à cette édition du 19h. À 22h, vous retrouverez Sonia Mabrouk pour le prochain journal sur Public Sénat. Tout de suite sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale, pile et face. Bonsoir. L'information politique et parlementaire en temps réel, c'est sur l'application iPhone de Public Sénat. Informer, expliquer et partager pour être à la pointe de l'actualité politique. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. On va découvrir ensemble, Mylène, si tu le veux bien, la première initiative éco-citoyenne du jour. C'est un jardin, mais un jardin pas comme les autres, où poussent notamment de la menthe chocolat et des carottes blanches. On va en Saône-et-Loire découvrir ce jardin des curiosités. Ensemble, c'est le mot-clé du reportage de l'initiative suivante. 3 familles ont acheté ensemble pour construire 3 maisons écolo. Maintenant, c'est une initiative qui nous révèle, écoutez bien, que l'huile de friture usagée est un bien précieux liquide. Regardez, ça se passe à Lille. Tous au vert, ce soir à 22h30 sur Public Sénat.